M. Capelli, voilà, super, merci. Vous avez juste la feuille sur la pendule. On a le quorum qui est largement atteint et on a des procurations. Bonjour à tous et merci de votre ponctualité quand on commence à l'heure. Je ne sais pas si on finit à l'heure, mais en tout cas, c'est déjà pas mal. Donc, merci pour ce conseil avant des vacances. En tout cas, on va laisser passer le mois d'août, qui nous occupe sur d'autres considérations. Et on reviendra, je vous le dis de suite, sur un conseil qui serait prévu première semaine de septembre, c'est-à-dire le 6 ou le 7. Je dis ça pour Macho. Je crois qu'on a plus ou moins programmé un conseil le 7 septembre. Donc je vais déjà le mettre sur vos tablettes. Ça sera un conseil de rentrée où on sait qu'on a déjà un certain nombre de déclarations à faire passer. Donc, j'ai à vous annoncer des procurations. M. Michael Sauvagnier, qui était empêché ce soir, a donné procuration à Laurent Juel. M. Bruno Sarowski a donné procuration à Joël Di Fabio. Et Nathalie Dercourt a donné procuration à Laetitia Guédan. On est toujours sous les modalités de l'état d'urgence jusqu'au 30 juillet, je crois, ce qui pourrait nous permettre d'avoir 2 procurations par personne, mais il faut espérer que ces modalités seront enlevées, même si vous savez que le port du masque n'est pas obligatoire sur les assemblées comme ça, mais qu'on a une recrudescence des cas de Covid au niveau national, y compris sur notre territoire. Voilà. À l'ordre du jour de ce soir, nous avons désigné une secrétaire de séance. Est-ce que vous voyez un inconvénient? Est-ce que ce soit Laetitia Guédan? Non? Merci. Qui prendra donc des notes. Est-ce que vous avez lancé l'enregistrement, M. Bernet, pour qu'on puisse le mettre sur notre site? Merci beaucoup. Donc, à l'ordre du jour de ce soir, un menu assez copieux. On voulait absolument faire ce conseil. On en a fait un la fois dernière qui était un peu allégé, mais qui était consistant par l'importance des libérations. Celui-ci, vous en avez reçu les intitulés. Donc, vous avez un avenant à la Convention relais assistante maternelle, qui est la nouvelle appellation du réseau de petite enfance. Vous avez le contrat territorial global, qui est piloté par la CAF, oui, qui va être alimenté par les communes, donc un gros commande pour l'élaboration du diagnostic territorial. Vous avez la fixation, en tout cas l'acceptation de la fixation du forfait communal pour 2022, le recrutement des personnels saisonniers au niveau de l'ALSH, la tarification des repas des services scolaires et ALSH, la convention ALSH AS-Arbonne 2022, la demande de subvention au titre des amendes de police. Ce n'est pas les amendes de police que nous mettons, hein. C'est sur le plan départemental, je crois. Hein. Voilà. Pour pouvoir récupérer quelques subsides qui viennent amender nos projets. La demande de subvention auprès de la DRAC pour la rénovation des objets inscrits et classés, on parle des objets cultuels et culturels. La sollicitation d'un fonds de concours de la CPB pour les chemins de randonnée. L'approbation du projet de financement débat l'arrêt du CA, la détermination des caveaux, délibération de principe d'extension du cimetière, la suppression d'un bureau stagiaire d'entretien à 21h semaine, la délibération pour nous associer à la médiation du centre de gestion 64 et la convention d'occupation temporaire du domaine public pour Alorga Icastola. Je reviendrai sur les propositions de délibération qui ont été portée par le groupe d'opposition, à savoir la dernière fois une délibération concernant l'approbation de la charte sur les pratiques sexistes, en tout cas pour l'égalité homme-femme, voilà, l'égalité homme-femme, et la proposition que vous avez faite dernièrement, on en discutera à la fin du conseil, la délibération que vous proposez concernant l'accueil des personnes, alors comment on les appelle? Sous le malentendu. Voilà. En vous disant quelle est l'actualité du dossier sur la commune et comment c'est géré aussi depuis chez nous. Voilà. Donc l'approbation des PV. Vous les avez lus, vous les avez reçus, vous en avez pris connaissance.
Est-ce qu'il y a des observations, des commentaires, des corrections, y compris, parce qu'il y aura des petites corrections orthographiques dans la convention qui n'a pas été... Voilà. Mais les deux s'équipent, je en reparlerai, mais les deux s'équipent. Commentaires et observations sur le procès verbal du Conseil municipal du 8 juin. Aucune remarque. Aucune remarque. Donc, on prend acte que ce procès verbal a été communiqué, qu'il n'y a pas eu de remarque. J'en profite pour vous dire, il y a celui du 6 avril aussi. Oui. Voilà. Et celui du 6 avril, excusez-moi. Pour les deux, il y aura aucune remarque de notre part. Je vous remercie. Je vous remercie. J'en profite pour vous dire qu'il va y avoir de nouvelles règles qui ont été posées sur les documents établis à l'issue de réunion, le procès verbal de séance, le compte rendu, etc. Et qu'on pourra donner une lecture, en tout cas document, aux groupes d'opposition, y compris aux élus de la majorité, pour savoir un tout petit peu ce que regroupent ces nouvelles règles, que ce soit en termes de publicité, en termes de rédaction, en termes d'affichage, et en sachant que les règles qui nous concernent sont celles concernant les communes de moins de 3500 habitants. On vous communiquera ce document. C'est intéressant, ça montre que il n'y avait pas certainement que chez nous il y avait quelques difficultés et que, en tous les cas, la difficulté qu'on a eu à un moment donné entre la différenciation entre ce qu'on appelle un compte rendu, un procès verbal, etc., était pas aussi tout à fait évidente dans beaucoup d'autres communes. Donc, ça. Les règles qui viennent de la préfecture, j'imagine. Oui, mais qui sont relayées et prises par... Comment? National. Oui, national. Voilà. Alors je peux vous donner le texte, mais vous les ouvrez dans les documents qu'on va vous donner et que vous l'aurez lirez par profil. On passe au compte rendu des décisions du maire. Il y a deux décisions voilà, que je vais vous demander de prendre connaissance. Une signature d'un marché de travaux pour les voies douces sur la route départementale RD 855 en direction de Saint-Pétion-Nével. Vous connaissez le projet, c'est ce qu'on appelle les voies douces. Elles sont sur un linéaire Laurent de 800 mètres, quelque chose comme ça, un peu plus de 800 mètres. C'est pardon, choquant. 700 mètres, voilà. C'est la première phase de travaux que nous souhaiterions prolonger, non pas sur cette même route, mais sur la route reliant à Saint-Jean et au bourg, jusqu'au Joanne-Athénia et l'arrêt de bus que nous avons sur Saint-Jean-de-Bus. Là, c'était plus précisément sur celle concernant CMP. Les études ont été faites, les commissions de travaux ont donné des orientations, etc. Et on avait fait un marché. C'est la société Eurovia pour un montant total de 427 988,40 TTC qui a remporté le marché après négociation. On est bien d'accord? Je te regarde parce que c'est toi qui as mené les négociations avec Laurent. Il y avait trois entreprises qui avaient candidaté, Eurovia, Dubos et Colas. On en a reçu deux qui sont repassés, on va dire, c'était prévu dans le marché, qui avait une phase de négociation, et c'est Eurovia, pour ce montant-là, qui a été sélectionné. Voilà, des observations, des commentaires? Oui. Question, le type de marché qui a été signé, c'est un marché ferme, non révisable, non actualisable ou... Alors, vous avez toujours cet indice en fonction du temps qui court, des matériaux, de l'élévation des matériaux et compagnie. C'est de ça que vous voulez parler? Bon, ça fait partie dans tous les marchés, ça existe. Et aujourd'hui, concernant, on va dire, excusez-moi, je prends la parole à votre place peut-être, mais aujourd'hui, concernant la volatilité des marchés, on sait qu'on a des matériaux qui flambent très vite. Par contre, là, on est sur un marché de livraison de matériaux à 3 mois, à 6 mois. En fait, le calendrier, c'est de démarrer les travaux au 1er août et de terminer pour les réceptionner début novembre. Donc en fait, le principe de révision des prix s'applique au-delà des 6 mois et surtout sur les marchés qui vont au-delà du même. Donc en fait, normalement, c'est que les travaux se déroulent correctement. Ce prix ne bougera pas. Excusez-moi, M. Capellegui, vous êtes un peu de la partie et vous savez comment ça se passe. C'est pour ça que je pose la question. Voilà, et vous savez comment ça se passe. Quand vous regardez un petit peu
autour, par exemple, des communes voisines, vous voyez des retards de marché assez conséquents, enfin des retards de réalisation de marché assez conséquents. On espère, nous, que les travaux seront réalisés dans le temps, parce que dans tous les cas, il y a des modalités qui prévoient aussi ça. Et si c'est réalisé dans les temps, l'indice de volatilité des cours ne sera pas pris en compte, puisque, comme je vous le disais, on est ainsi. Voilà. Pour nous, c'est très important aussi qu'ils soient réalisés dans les temps, hein, parce que toute l'articulation, le montage financier de nos projets sur les 4 prochaines années sont faits avec des modalités assez exigeantes et rigoureuses sur la réalisation du marché. Oui, en sachant que c'est aussi un marché où il y aura des interventions extérieures avec le SDEPA, Enedis et Orange, et qu'on est constamment sur heure par heure aujourd'hui encore sur le dossier, puisqu'il faut aussi que nos partenaires soient au rendez-vous et qu'on les booste pour qu'ils soient au rendez-vous, parce qu'effectivement, c'est hors de question qu'on fasse glisser sur le planning. On les embête un peu. Vous voyez, la convention avec Orange, comme je m'avais dit tout à l'heure, comme quoi elle est arrivée à 14h cet après-midi. Voilà. Sur Enedis, je crois qu'on les embête aussi un tout petit peu pour que voilà, il faut que tout ça soit calé, parce que évidemment, il y a des embûchements dans les eaux, et on ne va pas laisser les équipements en plein milieu de la réalisation et puis le voir passer. On va faire le maxi, mais moi je ne vais pas m'engager sur des choses que je ne maîtrise pas totalement. La réponse, tout ça a été prévu, c'est calé. Maintenant, pour l'instant, tous les voyants sont prêts. Voilà. Tout le monde est au rendez-vous, les acquisitions foncières sont validées sur le principe, le démarrage 1er août sera tenu, et le calendrier de Vorovia permet d'arriver à une livraison début novembre. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter et il n'y a pas de raison d'être impacté par les hausses de prix. est-ce qu'on peut En sachant que, pardon, juste, les hausses de prix, vous avez beaucoup inquiété aussi dessus pour la signature des marchés sur les 6 premiers mois de l'année 2022, et on a des prix qui sont même inférieurs à ce qu'on a pu connaître l'hiver dernier, ce qui est quand même hallucinant. Mais c'est un état de fait, notamment grâce à la négociation, parce qu'on a gagné quasiment 30 000 € sur le marché à la négociation. Et pour l'instant, on tient des prix qui étaient encore d'actualité l'hiver dernier et l'année dernière. Donc c'est plutôt bien pour la communauté. On va apporter une réponse. Et en sachant qu'on arrive à vous donner ce niveau de sécurisation, parce que c'est des projets qu'on anticipe beaucoup, qu'on fait partir. Et pourquoi je dis ça? Parce que je vous parlais de la voie sur Saint-Jean-de-Luz, et elle a déjà été travaillée. Cet été, elle va être mise à profit pour pouvoir consolider les dernières phases, c'est-à-dire le montage technique du dossier, que ce soit sur les études ont été... L'étude de faisabilité avait été faite et maintenant on va attaquer réalisation d'exécution. Choix maîtrisable. Voilà. C'est bon. Et évidemment, pourquoi on les fait maintenant aussi? Parce que comme ça, elles sont budgétées au mois d'octobre et ça nous permet de mettre en place notre exercice budgétaire assez tôt dans l'année pour pouvoir basculer. Mais on a déjà des éléments assez tangibles sur ces... aussi les financements. Exactement. Voilà. MAPA, accord cadre, à bonne commande pour la fourniture de repas pour la cantine scolaire, la LSH et la crèche en liaison chaude, puisque c'était le process qui avait été sélectionné au tout début de la mise en place de cet équipement. J'ai retenu l'entreprise Suari avec un prix unitaire de repas crèche à 2,64 € et un prix unitaire TC du repas scolaire à 3,25 €. Alors là, on subit une augmentation. Alors ce sont des marchés de 2 ans. Ce sont des marchés de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'on veut pouvoir mettre sous tension nos partenaires et les amener à être le plus qualitatif possible dans l'agilité que requiert ce type de marché. Le repas crèche n'a pas bougé. Années qui ne bouge pas. Ah non, Il n'avait pas bougé. Il n'avait pas bougé, mais là. Avant négociation, il était à plus 30%. Voilà. Et après négociation, on a plus de 5 000.
Il a chuté énormément, donc on se rapproche du coût antérieur. Par contre, sur le repas cantine, là on est de l'ordre entre 9 et 9,5% d'augmentation. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de négocier ce tarif. Alors, les élus qui participent à la commission enfance savent effectivement comment ça a été travaillé aussi, hein, puisque ça a été une commission où on a même intégré les parents d'élèves de l'école pour discuter avec eux, quelle pouvait être, ça c'est une commission régulière depuis des années, pour savoir comment se passe le repas cantine, quelles sont les appétences ou les appétits, ou en tout cas les orientations qu'on pourrait donner. Il y a une augmentation cette année. Ce n'est pas le prix que payent les familles, parce qu'on réintègre dans ce prix-là une petite partie du coût lié au service, etc., énergie, etc. Donc je crois qu'on a un coût. Alors oui, on va en parler un peu plus tard, parce que on va en parler un peu plus tard, donc je ne vais pas dévoiler le sujet, mais il y a des modalités nouvelles cette année qui nous permettent d'avancer. Ces modalités ont aussi été discutées et débattues avec les membres de la communauté éducative, à savoir les parents d'élèves. Que vous dire de plus par rapport à ce tarif-là? Oui, ce tarif-là, c'est toujours trop cher, non? Parce que la qualité a un prix. C'est une entreprise locale qui a un cahier des charges exigeant, assez important, notamment en termes de circuit court, etc. La liaison chaude, c'est une donnée impondérable. Par contre, on reste sur des prix comparés aux communes voisines, tout à fait modérés sur. Voilà. Oui, parce que j'ai la tâche quand même de savoir. Pour les mêmes conditions, naturellement, ce qui est pratiqué dans d'autres communes, pour d'autres communes, on est plutôt sur la base. J'ai eu que le tarif cantine, j'ai pas eu le tarif crèche, parce que certaines communes n'ont pas de crèche. On était précurseurs avec cette entreprise sur les repas crèche. En moyenne, ils étaient à 3,65 le repas facturel. On est dans la 25. Alors, ça s'explique aussi, c'est pour moi ce que nous a expliqué le prestataire, c'est que on travaillait avec eux depuis plusieurs contrats, je crois, il y en a au moins 4, 3, que le prix de départ avait été négocié vraiment très bas, et que vous voyez mal augmenter les tarifs. Donc le poids de départ, si vous voulez, le poids de départ, le prix du poids de départ du premier contrat fait une référence. Ce qui fait qu'on est grosso modo entre 30 et 40 centimes par rapport à d'autres communes moins chères. Est-ce que vous voulez d'autres informations comme observation sur ce marché, cette décision? Ça vous va? Et on reste en égalité. Oui, Mauricio. Non, on va parler de tout ça. Simplement, excusez-moi. Non, mais c'est bon. Parfait, merci. Donc on passe à la première délibération, je crois que c'est Odette qui nous la présente. Alors, il s'agit de la convention de participation financière au relais petite enfance à Petit Pas. Alors, depuis le 1er octobre 2019, la commune de Saint-Jean-de-Luz a mis en place un nouveau relais d'assistante maternelle à Petit Pas en partenariat avec les communes d'Aix, Asquin, Cibourg, Guétari et la caisse d'allocation familiale afin d'assurer un service de proximité et de qualité à l'ensemble des familles concernées. Une convention a été signée entre la commune de Saint-Jean-de-Luz et ces 4 communes le 30 décembre 2019. Il est nécessaire de formaliser aujourd'hui un avenant à cette convention afin d'acter l'intégration de la commune d'Arbonne dans le relais petite enfance. C'est la nouvelle appellation des relais d'assistance maternelle. Alors, au 1er janvier 2022 et revoir ainsi la participation de ces communes suite à cette intégration et suite à la fin du contrat enfance-jeunesse sur les communes. Cet avenant numéro 1 a pour objet de modifier la participation financière de la commune concernée suite à l'intégration de la commune d'Arbonne dans les RPE et suite à la fin du contrat enfance-jeunesse versé par la caisse d'allocation familiale aux communes intéressées à l'exception de Saint-Jean-de-Luz. Alors, il est proposé au conseil municipal de modifier l'article 3 de la convention initiale qui modifie comme suit. Conformément à l'annexe 1 au présent avenant, la participation financière de la commune est établie comme suit. Pour l'année 2019, le montant forfaitaire de la participation
financière de la commune d'Aetz est fixé à 354 €, puisque c'était la fin de l'année, ce n'était pas une année complète. Pour les années 2020 à 2021, le montant forfaitaire de la participation financière de la commune d'Aetz est fixé à 1 416 € par an. Et pour 2022, le montant forfaitaire de la participation financière de la commune d'Aetz est fixé à 1 763 €. Cette augmentation est en lien avec l'augmentation du nombre d'assistantes d'Internet sur le territoire. Et il précise que les autres articles de la Convention restent inchangés. Voilà. Monsieur Caponelli. Non, je voulais réagir. Votre questionnement? Pas de remarque particulière. C'est un dispositif important pour notre commune. Ça va devenir de façon importante pour avoir puisqu'elle intègre le dispositif. Qu'on essaie de faire vivre avec nos services aussi, dans une liaison, on va dire, un peu formalisée, mais en même temps très importante, avec toujours la même idée, regrouper des gamins qui se retrouveront à l'école, certainement, et de plus en plus, mais permettre dès le plus jeune âge à tous ces gamins de partager ensemble, de jouer ensemble, de se connaître, et on le fait aussi, enfin on veut le prolonger avec une approche des familles et des professionnels de la petite enfance, en sachant qu'on soit assistant maternel ou puéricultrice à la crèche, etc., ce sont des professionnels de petite enfance qui peuvent échanger et se retrouver et participer au sein du village à une dynamique autour de ce public-là et de ces familles. Et participer à des activités. Oui. Voilà. Par exemple, on les a vus aussi venir pour certains spectacles que la commune avait, que la crèche avait choisi, mais où on a invité l'ensemble. Ça, on aura certainement l'occasion d'y revenir ce soir, mais ça part du même fil rouge. Tous ces gamins-là et toutes ces familles habitent sur Aetz. Comment on fait pour leur permettre de vivre toutes les étapes de leur vie dans une relation la plus amicale, la plus aboutie, en tissant des liens les plus affirmés. Voilà. Est-ce qu'on peut voter cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. Deuxième délibération, c'est un peu dans le même sujet, et d'ailleurs, c'est Odette qui va la présenter aussi, c'est celle qui concerne toujours la CAF, mais avec la Convention territoriale globale. Tu vas nous expliquer ce qu'est cette Convention territoriale globale. Alors, la Caisse d'allocation familiale a modifié son dispositif contractuel et propose désormais aux collectivités la signature de conventions territoriales globales, se substituant au contrat enfance-jeunesse qui était signé commune par commune. La CTG vise à définir un cadre politique de développement des territoires et renforcer l'efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants d'un territoire. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé. Il a été convenu par les communes du pôle sud Pays Basque de mener un diagnostic commun. Cette démarche doit s'organiser en 2 périodes: la réalisation du diagnostic partagé des axes stratégiques fin octobre 2022, l'accompagnement à la déclinaison opérationnelle du projet de territoire et la démarche de bilan de résultats et d'évaluation d'impact fin janvier 2023. Afin de confier la réalisation de cette prestation à un cabinet d'études, il convient de mettre en place un groupement de commandes dont la commune d'Arbonne serait coordonnateur avec la participation de la commune d'Aignois. Elle sera ainsi chargée de l'élaboration du marché, de la consultation et de l'attribution de celui-ci. Elle percevra la participation de la CAF pour la réalisation du diagnostic. Elle déposera les demandes de subvention. Elle facturera aux communes leur quote-part au prorata de la population. Les modalités de partenariat entre les 12 communes sont définies dans la convention si annexée. Concernant le financement de l'étude, la convention prévoit une participation de la CNAF, la Caisse nationale de la carte des allocations familiales, à hauteur de 7 000 €, un complément de participation de la carte des Pyrénées-Atlantiques et une répartition financière du reste à charge après déduction des éventuelles subventions entre les 12 communes réparties au prorata de la population. En conséquence, après en avoir délibéré, il conviendrait que le conseil municipal décide d'adhérer au groupement de commandes relatif à la réalisation d'un diagnostic préalable à la signature des conventions territoriales globales avec la CAF portée par la commune d'Arbonne avec la participation de la commune d'Aignois. Autorise le maire de la commune à signer la convention y afférent, précise que le financement
de cette opération pourrait être réalisée en complément sur fonds libres. Vous avez tout compris? Ça remplace l'ancien contrat enfance jeunesse qui était négocié commune par commune. Là, il faut se mettre d'accord avec toutes les communes, bon, pas toutes les communes du Sud-Pays Basque, mais une partie, voilà, pour développer dans les domaines de la petite des actions, dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, animation de la vie sociale et logement. Alors, diagnostic qui coûte un peu plus de 20 000 euros, hein. 22 000. Oui. Il y aurait 7 000 euros payés par la caisse Oui, nationale. Ouais. 7 000 sur France. J'attends les questions, les observations et les commentaires. Non, vous n'avez pas? Je vais en faire. Je vais en faire. Non, c'est pas McKinsey. Moi, je vais faire un petit commentaire, parce que ça fait un petit moment qu'on travaille sur ce sujet. Et pourquoi changer l'équipe qui gagne? Dans le contrat enfance-jeunesse dont parlait Odette, la commune d'Aeth a toujours été très active, réactive, et a su, je crois, nouer un partenariat, je vais le dire comme ça, c'est peut-être une forme un peu diplomatique, mais nouer un partenariat très dynamique, abouti, avec la CAF. Et on a été satisfait. Ce sont des fonds d'État qui viennent largement contribuer. On a bien évolué dans ce contrat enfant-jeunesse. C'est vrai qu'on a une partie, y compris de notre personnel, il y a une quote-part de la directrice du centre loisir. Le salaire est pris en charge par voilà. Donc on trouvait cette relation assez dynamique, assez positive et pour tout dire, très accompagnante. Donc quand on a vu arriver ce nouveau dispositif qui change le vocabulaire, au moins on a espéré, on espère qu'il ne va pas trop changer sur le fond. On nous assure que non, mais ça commence toujours comme ça. Excusez-moi de le dire comme ça, mais ça commence toujours comme ça. Donc, nous jouons le jeu, c'est-à-dire que de toute façon, on n'a pas trop le choix. Aujourd'hui, si on veut continuer à être dans le partenariat le plus abouti, il faut rentrer dans ce dispositif. Moi, j'ai alerté nos partenaires en disant pourquoi changer une équipe qui gagne, pourquoi nous en convenons parfaitement. Vous avez vu avec quelle énergie, avec quelle proposition, avec quel esprit partenarial on était dans ce contrat enfant-jeunesse. On espère qu'il en sera de même dans le nouveau contrat territorial global. Alors, on nous a dit que c'était juste pour pouvoir faire un diagnostic, pour pouvoir réorienter certaines actions, mais que ça serait par des économies d'échelle encore mieux certainement après. Alors, on ne va pas faire de procès d'intention, et on espère que tout ce qu'on a pu tirer jusqu'à maintenant, ça sera encore mieux après, et qu'on laissera libre cours à nos initiatives pour pouvoir, dans cet esprit de partenariat, trouver les ressources, trouver le bon niveau des moyens dont on aurait besoin. Quand je dis ça, je reste diplomatique, Odette. Oui. Après, c'est sûr que ça oblige à partager les diagnostics. Mais ça, c'est pas un mal en soi. Se parler et c'est pas tout mal. Mais non, ça c'est la suite qu'il faut. Ça c'est très très bien et on est toujours très favorable à entretenir un dialogue après, il y a des dynamique. domaines où peut-être qu'il faut qu'on progresse. Je pensais à l'animation de la vie sociale. Oui. Et le logement. Le logement, c'est quand même. Oui, il n'y a pas que la CAF, on a beaucoup. Ouais, J'étais ce matin à une réunion de lancement d'un comité de pilotage sur l'encadrement des loyers. C'est certainement un sujet sur lequel on aura l'occasion de revenir. Non, mais pour le logement, évidemment, on ne peut plus parler dans une instance publique sur le Pays Basque sans parler de logement. Là, ce n'est pas que le logement, il y a beaucoup d'autres choses. Donc effectivement, ce contrat qui commence par un diagnostic est une chose nécessaire. Maintenant, ce que je revendique, c'est qu'on puisse le mener avec encore plus de propositions, avec encore plus de prégnance sur le territoire et avec des moyens qui seront à la hausse en fonction des idées qu'on pourra avoir. Voilà. Donc, on va laisser vivre ce diagnostic de 22 000 €, où on va pas mal travailler aussi pour récupérer, extraire la donnée et puis le donner au cabinet, et en étant attentif aux orientations. Vous savez, les études, c'est toujours pareil. Elles arrivent bien souvent avec moult statistiques
à l'idée qu'on avait au départ et qu'on veut démontrer à l'arrivée d'études. Bon. On est attentif à ce contrat territorial global. Voilà. Est-ce qu'on peut passer au vote? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. On va donc signer pour pouvoir faire cette étude avec un prestataire. Est-ce qu'on en a parlé du prestataire extérieur? Tu as le nom? Ouais. Il y a un nom qui ressort, c'est Apollo. Apollo. Ils sont spécialisés dans le social. Et vous m'avez pas demandé, mais je peux le dire, la commune d'Arles paierait 134 €. Ouais. En privé. Alors on était favorable favorable à ce que ce soit externalisé, en sachant que de toute façon, voilà, que cette externalisation va nous permettre certainement un diagnostic, en tout cas avec une présentation, un outil assez pédagogique, une vision globale du territoire pour une action locale. Troisième délibération, fixation du forfait communal. C'est Laetitia qui s'y colle. Alors, monsieur le maire, rappel de l'article L442-5 du Code de l'éducation dispose que les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association de la commune soient prises en charge dans les mêmes fonctionnements conditions que celles des classes de l'enseignement public. Depuis le décret du 30 septembre 2019 rendant l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans, ce dispositif est applicable pour les élèves du maternelle. Le forfait communal doit être égal au montant des dépenses obligatoires d'un élève fréquentant l'école publique. Cette aide est calculée par rapport au compte administratif N-1. Elle est versée en fonction du nombre d'élèves domiciliés à Aix. La circulaire du 15 février 2012 précise les dépenses qu'il convient de prendre en compte afin de déterminer le forfait communal. Donc la consommation des fluides, les fournitures scolaires, les dépenses pédagogiques et administratives, le transport pour les activités scolaires, l'entretien des locaux et la maintenance du matériel, les frais de personnel. Le montant du forfait pour l'année scolaire 2021-2022 s'élève à 820 €. Monsieur le maire précise que cette dépense est qualifiée d'obligatoire au titre des articles L. 1612-5 et L. 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. À ce jour, seule l'association Alorga Cachola est concernée par ce dispositif. Cette dernière accueille 4 élèves à Espar pour l'année scolaire 2021-2022. Par conséquent, l'association percevra une participation financière à la hauteur de 3 280 € au titre du forfait communal. Donc, c'est pour fixer le forfait communal donc, à 820 € et autoriser M. le maire ou son adjoint délégué à verser les sommes correspondantes et à signer les actes afférents. S'il y a des questions, des observations, commentaires, oui. Vous notez, elle est versée en fonction du nombre d'élèves domiciliés à Aix. Oui. C'est pas domicilié, du coup, ce que vous pratiquez, c'est scolarisé à Aix. Non, c'est domicilié. Dans les scolarisés, les domiciliés sur Aix. Et les scolarisés ailleurs, les domiciliés à Aix. Tu habites à Aix et tu es scolarisé ailleurs. Tu rentres pas dans ce cadre. C'est pas ce cas. Ça rentre pas là. Ça, alors là, si vous voulez qu'on ouvre cette boîte-là, on peut l'ouvrir. On en a pour un petit moment. La notion de domiciliation, en fait. C'est la question de domiciliation qui est prévue dans le texte et qui rattache le forfait communal. D'accord ? À condition, et là on est sur des modalités d'école, sur l'école de la confiance, scolarisation en 3 ans, ça a été une évolution, avant c'était 6 ans, etc. Et s'il y a des enfants d'AES qui sont scolarisés ailleurs, dans l'enseignement privé, ça ne rentre pas, et dans l'enseignement public, il faut qu'il y ait eu la dérogation et qu'il y ait un appel à cotisation de la part de la commune. Alors, ça fait parfois l'objet de litiges, parce que ce forfait communal à 820 €, ce qui n'est pas dit dans la délibération, c'est qu'il peut être à 730 ailleurs. Bien souvent, voilà. Et quelquefois, il est plus à la hausse, etc. Sauf que cette délibération a pour objet de fixer depuis AEX et dans le cadre de la nomenclature de la loi la somme réelle, 820 €. C'est pas la même dans toutes les communes et c'est source de litige. Mais c'est bien, pour répondre à votre question, sur la domiciliation des élèves, c'est-à-dire, en gros, où, c'est bien la question, où les parents payent feu la taxe d'habitation. Parce que c'est lié un petit peu à cet impôt-là. On paye la taxe d'habitation. Payer, oui, mais c'est un reliquat. Là, on est.
Oui, c'est la domiciliation, payer les impôts, etc. Mais pourquoi je parle de la taxe d'habitation? Parce que la taxe d'habitation permettait, vous savez qu'elle est redonnée par l'État, etc., elle a été supprimée, mais elle permettait, par un impôt communal, de venir abonder les finances de la commune, qui servent aussi à l'école communale ou aux enfants qui vont à l'école privée de la commune. Sur la commune. Alors, il y avait eu alors, il y a eu un vrai débat législatif par rapport à ça, et qui a été tranché. Voilà. Vous comprenez mieux? Oui, moi, c'est la notion de domiciliation. C'est la notion de domiciliation qui prévaut. C'est ce qui est. C'est la loi. Voilà. Est-ce qu'on peut voter cette délibération ou en fait, on vous donne beaucoup d'informations. Hein. On vous donne quel est le montant du forfait communal, combien il y a d'élèves qui seront concernés. Alors, les élèves de l'école publique, ça va de soi, et c'est à partir d'eux, justement, qu'on fait le coup à la tête. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on reverse la partie correspondante. Ça marche? On vote? Ou il y a d'autres questions? Non? C'est bon? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. La quatrième délibération concerne le recrutement des personnels saisonniers. On pourra dire un certain nombre de choses sur ces personnels saisonniers dans le cadre du contrat qui est prévu ici. C'est pour toi, Laetitia? C'est pour moi. Le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le recrutement du personnel pour assurer le fonctionnement de l'accueil de loisirs à son hébergement pour l'été 2022. Il propose de recruter ces personnels dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif. Le contrat d'engagement éducatif, donc le PCEE, est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs et aux directeurs d'accueil collectif de mineurs en France. Il a été créé en 2006 afin de répondre aux besoins spécifiques de ce secteur d'activité. Ces contrats d'engagement éducatif sont des contrats de droit privé faisant l'objet de mesures dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la rémunération. Les collectivités territoriales peuvent conclure des contrats d'engagement éducatif en vue de l'organisation d'accueil collectif de mineurs dès lorsqu'il s'agit de satisfaire un besoin occasionnel de recrutement et qu'elles sont responsables de l'organisation de ce type d'activité. Deux conditions relatives à la nature de l'emploi doivent être remplies pour permettre le recours au contrat d'engagement éducatif. Le caractère non permanent de l'emploi, le recrutement en vue d'assurer des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif. Le CE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions d'animation ou de direction d'un accueil collectif de mineurs. La notion de participation occasionnelle se traduit par l'impossibilité d'engager un salarié pour une durée supérieure à 80 jours de travail et sur 12 mois consécutifs. Ne peut être engagé en CE une personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire. Pour bénéficier du CE, il faut notamment justifier des qualifications exigées, comme le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, de l'AFA. Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s'appliquent pas aux titulaires du CE. Celui-ci bénéficie expressément d'un régime permettant de tenir compte des besoins de l'activité. Cependant, certaines prescriptions minimales sont applicables. Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de 6 mois consécutifs. Le salarié bénéficie d'une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives minimum par période de 7 jours. Il bénéficie également d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minimum par période de 24 heures. Il est proposé au Conseil municipal d'adopter l'organisation du temps de travail et des temps de repos. Pour les 5 contrats, dont 1 sur 2 semaines uniquement en raison de la forte prévision d'effectifs, un repos quotidien de 11 heures toutes les 24 heures. Concernant les rémunérations dans les cadres d'un CE, les dispositions relatives au SMIC et la rémunération mensuelle minimale sont exclues. Le salaire minimum applicable est défini en jours. Il est fixé au minimum à 2,2 fois le montant du SMIC horaire, soit 23,87 € par jour au 1er mai 2022. Il est proposé au Conseil municipal de retenir un taux de 68,60 € brut par jour. Voilà. Observation.
commentaires, questions? C'est un contrat spécifique qui déroge au code du travail, vous l'avez bien compris, qui permet un peu de souplesse dans la spécificité des accueils de loisirs sans hébergement. Alors c'est comme ça qu'est la nomenclature, mais bien souvent c'est fait aussi pour permettre. Comment? Voilà. C'est pour permettre le départ en cas et que la période de nuit soit intégrée. Oui. Juste une toute petite précision, mais ça s'est tombé aujourd'hui par rapport à des recrudescences Covid et à des personnels dont on est en attente de test. Je rappelle que demain, on a l'ouverture de la SH. Il est possible que la personne qu'on avait prévue, dont une sur 2 semaines uniquement en raison de la forte prévision d'effectifs, il est possible que je modifie, que j'enlève cette parenthèse-là, parce que 2 semaines, ça pourrait se transformer en 2 semaines et demie ou 3 semaines. S'il y a besoin de faire du renfort aussi, on a la personne qui est disponible. Donc voilà, je vais enlever la parenthèse de cette. Je vous propose d'enlever la parenthèse de cette délibération avant que vous la votiez. Oui, c'est prudent effectivement, en sachant qu'on n'a pas de problème on n'a pas eu de problème de recrutement cette année. Non, il n'y en a pas eu trop non plus. Il n'y en a pas eu trop non plus, mais c'est typiquement le genre de domaine d'activité où il peut y avoir des domaines, on le voit, certaines colonies de vacances, etc., qui embauchent aussi sous ces contrats-là, n'arrivent pas à recruter. Donc nous, on est calé par rapport à ça et on a pu recruter quelqu'un en Basque aussi. Non, c'est plus tard. C'est plus tard. C'est plus tard. Ça arrive quand en novembre? Non, parce que là, pour l'instant, on est sur un recrutement en CDD suite à une absence. Donc, on a quelqu'un, un animateur bascophone qui arrive en septembre sur un poste permanent. On n'est pas du tout dans les contrats d'engagement éducatif, puisque là, on ne peut pas y être. Mais vous ne le verrez pas passer pour l'instant en conseil municipal parce que on est sur un CDD d'1 an avant titularisation, donc vous serez informé ou vous aurez à statuer au moment du changement sur les tableaux effectifs. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, des commentaires? Oui. Oui, et les 5 personnes qui sont recrutées sont les mêmes personnes de l'année dernière ou On a, il y a eu du changement, il y en a qui ne sont pas revenus, je pense à 2 de l'année dernière qui ne sont pas revenus parce qu'elles sont dans la vie active ou sur d'autres structures. Et après, on a des stagiaires qui l'année dernière avaient été recrutés que pour 1 semaine et qui avaient fait 2 semaines de stage BAFA, qui là cette année ont fini le stage BAFA et qui là viennent pour un recrutement intégral, on va dire, sur la saison. Mais oui, il y a une fidélisation. Il y a une continuité. Si la question c'est savoir s'il y a une continuité dans les embauches, oui, et ce sont des jeunes du village essentiellement. Quand je dis du village, on est sur la Hetz et des jeunes après la Bonne, des villages voisins. J'ai une question sur le sujet. Est-ce que la commune d'aide se pose la question pour un recrutement saisonnier pour d'autres services de voirie, services en fait, 3 agents qu'on a, est-ce que pour la saison estivale, est-ce qu'il n'y a pas l'idée de proposer un petit contrat pour... On organise les congés en fonction des pics d'activité et comment on les appelle, excusez-moi, les agents communaux de services techniques, voilà. Ils arrivent à prendre leur congé sans que ça pose de problème. On n'a pas de pic d'activité lié à la saisonnalité sur ce service. À la crèche, on arrive il y a une fermeture administrative ainsi que la LSH, donc il n'y a pas un nombre de... Ouais, j'étais plus sur les services techniques, du coup, avec les plusieurs animations estivales, du coup, le besoin du château, tout ça, espace vert, compagnie, est-ce qu'il y a bien une réflexion qui est menée pour éventuellement faire des propositions de ce qu'on a tous connu ici, un petit travail saisonnier pour les jeunes villages? Ouais, non, sur les services techniques, non, ils sont 3. Là, il y a quelqu'un qui est malade, mais il n'est pas remplacé. Il va revenir et non, il n'y a pas de... Et ils travaillent exactement sur les mêmes horaires? Je ne sais plus. L'été comme l'hiver? L'été comme l'hiver, oui. C'est 8h, 16h30. 8h, midi, 30 et 13h30. Non, ça ne s'est pas posé.
On vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. La nouvelle tarification cantine scolaire et ALSH. Et c'est Laetitia, Odette et où Joël Dufabio. Qui s'y colle? Je vais Joël, comme tu n'auras pas grand-chose à faire aujourd'hui. Donc, nouvelle proposition de tarification uniquement sur la cantine et pas du tout sur la crèche. Dans les jours où la crèche et les tarifs sont encadrés par la CAF, donc on n'a pas la main dessus. C'est ce que j'ai expliqué à la commission interne, à la commission par an. Ça, donc, comme on l'a précisé, donc, je pense que l'une des premières délibérations, on a un impact non négligeable d'augmentation du repas. S'ajoute à ça également, et peut-être que vous le savez, une augmentation des points d'indice de 3,5% à compter du 1er juillet de l'ensemble des fonctionnaires en France, en fait, hein. Plus une augmentation du SMIC et une revalorisation des catégories B. Tout ça nous amène à avoir des coûts au repas qui sont de l'ordre de 5,68. Sur ces 5,68, vous voyez que le personnel communal, déjà, par repas, représente 2,43 euros. Et sans compter donc l'augmentation de la liste, l'augmentation des SMIC, l'augmentation des catégories B, sans compter aucune augmentation. Donc on a fait dans un premier temps un calcul, on va dire, point pivot. C'est-à-dire que si on devait fixer une nouvelle tarification, il faudrait augmenter de 6,8%, on part bien hors charge de personnel, le tarif. Lors de cette commission, intercommission avec parents d'élèves, on a étudié 3 possibilités. La première possibilité, c'était un report d'1 an de ce tarif. C'est-à-dire qu'on maintenait les tarifs pendant 1 an, sachant qu'au bout d'1 an, il fallait de toute façon les modifier. À l'unanimité, ça n'a été pas retenu, donc que ce soit par les élus et les consultations des parents d'élèves. Deuxième possibilité, c'était